merci beaucoup d'être venu pour cette séance catalano-française. Voilà. Je vais juste, catalana, je suis pas française. Je vais juste vous présenter, mais vous la connaissez déjà, Hector Escriva, qui est le responsable du département de biologie intégrative des organismes marins dans notre laboratoire et qui est à l'origine de cette conférence, qui a invité M. Rudi Pérez et qui va juste vous dire aussi quelques mots sur la société de biologie catalane dont il s'occupe sur la partie Catalogne Nord. Merci Anne-Marie. Et juste avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français? Donc, je pense qu'à la fin, si vous avez des questions pour Julie, on peut les faire en français. Et après, on s'arrangera avec la traduction pour les réponses. Et Julie, elle comprend un petit peu, voire très bien le français. Et donc, cette conférence, c'est une première expérience parce que la Società Catalana de Biologia, c'est une société savante de la Catalogne qui a beaucoup de départements différents, départements thématiques, mais aussi départements territoriaux. Et notamment dans les départements territoriaux, nous sommes la Catalogne Nord, et Thierry qui est ici, Thierry Noguer, qui est professeur à l'UPVD, à Perpignan et moi-même, on est des responsables par rapport à la Société catalane, à la Societat Catalana de Biologia dans la Catalogne Nord. Et dans ces contextes-là, on a décidé de commencer cette expérience à travers l'invitation d'un conférencier qui est Julie Peretto, que je vais vous présenter tout de suite. Et donc, évidemment, puisque c'est dans le contexte de la Societat Catalana, la conférence va être faite en catalan, donc ça va être une première expérience de traduction simultanée. Donc j'espère que tout va bien se passer. Si ça ne se passe pas bien, bah, ne le dites pas, c'est tout. Non. Je vais vous présenter Julie, mais avant qu'il commence à vous présenter sa conférence sur l'origine de la vie, je vais vous passer un petit vidéo c'est une vidéo qui dure 1 minute 30, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez même pas avoir le temps de vous endormir. C'est une vidéo de présentation de la société pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est la Societat Catalana, ses origines, ce qu'elle fait, etc. C'est une vidéo qui est aussi en catalan, mais qui n'aura pas besoin de traduction puisqu'il est sous-titré en français. Donc, avant la vidéo, je vous présente Julie, et après on passe avec la vidéo et Julie continuera directement avec sa conférence. Donc Julie Peretto, il est ici, donc il est professeur de l'Université de Valence, professeur de biologie dans la faculté de biologie. Il est chercheur dans un institut associé à l'université et aussi à FESIC. Le FESIC, c'est l'équivalent du CNRS en France, qui s'appelle Idosis Bio, qui est très très proche de l'université, dans des campus de l'université à Valence. Et Julie, il a travaillé dans plusieurs choses, mais son intérêt principal a toujours été l'évolution sensu générale et notamment l'apparition de la vie. Donc, juste le moment où l'évolution darwinienne telle qu'elle s'entend ne s'applique pas. Donc, le moment le plus compliqué qui est l'apparition de la vie. Et Julie, je pense que vous connaissez tous Mbappé, et Mbappé, vous savez, plein de fans de Mbappé. Julie, il est fan de Darwin. C'est la personne, je ne sais pas combien de bouquins il a sur Darwin, la vie de Darwin, tous les bouquins que Darwin a écrits, toutes les éditions de ces bouquins-là. Enfin, c'est vraiment la seule personne que je connais qui soit vraiment fan de Darwin. Donc, à part tout ça, il y a un truc que je voulais dire. Julie, c'était mon prof à la fac, parce que moi aussi, je viens de Valence. Donc, j'ai fait mes études à l'université de Valence. Et s'il y a quelque chose qu'un prof doit faire, ce n'est pas juste transmettre des connaissances. Les connaissances, tu peux les trouver dans les bouquins et aujourd'hui sur Internet. C'est un peu plus. Ce petit plus, c'est Julie et sa femme, qui s'appelle Merce, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Tous les deux, ils ont réussi, en tout cas avec moi, et j'espère qu'avec d'autres aussi, à transmettre la passion pour la recherche, à transmettre
cette envie, cette passion de vouloir faire de la recherche, de vouloir acquérir de nouvelles connaissances qui ne sont pas dans les bouquins. Et c'est peut-être pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, merci Julie. Donc, avant de lui donner la parole, on va faire passer cette petite vidéo. Donc, de la Societat Catalana, j'espère que ça marche. Catalana de Biologia és una societat científica filial de l'Institut d'Estudis Catalans amb més de 100 anys d'història i més de 1.700 socis, que té per objectiu potenciar la recerca que es fa a les terres de llengua i cultura catalanes en el camp de les ciències biològiques i difondre-la a la societat. Es va fundar l'any 1912 amb el nom de Societat de Biologia de Barcelona i actualment té la seu a l'antiga Casa de la Convalescència, seu també de l'Institut d'Estudis Catalans. Tot i que la Guerra Civil i el franquisme en van estroncar l'activitat, l'any 1962 es va reactivar amb el nom de Societat Catalana de Biologia. L'any del seu centenari, el 2012, la Generalitat de Catalunya va reconèixer la tasca de l'ESCB atorgant-li la Creu de Sant Jordi. S'estructura en seccions territorials i seccions especialitzades en diferents àmbits de la biologia. Les seccions organitzen jornades anuals i conferències adreçades tant a la comunitat científica com a la societat en general. Una de les activitats més destacades és la Nit de la Biologia, la celebració anual durant la qual es lliuren els premis SCB. La SCB publica la revista anual Treballs de la Societat Catalana de Biologia des del 1913 i és impulsora d'iniciatives com el projecte Biogenoma i la Bioagenda. La biologia és intrínseca a la societat. Per això, la tasca de la Societat Catalana de Biologia és clau perquè els ciutadans i les ciutadanes tinguin coneixements i criteri en aquesta matèria. Vous avez vu, j'ai promis, donc j'ai pas menti, c'est vraiment court. J'espère qu'avec ça, vous avez maintenant une petite idée de ce que c'est la Sociétat Catalana de Biologia. C'est quelque chose de très important en Catalogne. Et en tant que Catalan du Nord, il faut qu'on se sente un petit peu participant de ce type de société. Et on va passer maintenant donc, à la conférence. Comme je vous ai dit, Julie Pelletto qui va nous parler aujourd'hui de l'origine de la vie. Origine de la vie et conférence qui est un peu basée, si vous voulez, sur un bouquin que Julie a publié, donc Un planeta creativo. Pour ceux qui peuvent lire les catalans, franchement, je vous recommande ces bouquins. C'est vraiment un vrai plaisir de les lire, autant par l'intérêt de ce qui est écrit que par la qualité de l'écriture. Vraiment, tu passes un moment extrêmement agréable et tu apprends plein de choses. Donc, si vous lisez les catalans, n'hésitez pas à lire ces bouquins. Je vous le recommande. Donc, Julie. Bien le bonjour. Hector, merci beaucoup pour tes mots de présentation tellement aimables. Merci beaucoup à Hector Escriba, à la Société catalane de biologie, à l'association d'amis du laboratoire Aragon pour l'organisation de l'acte. Et pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui, et entre d'autres raisons, parce que pendant 10 ans consécutifs, je suis venu au laboratoire dans le cadre d'un programme Erasmus chaque été que dirigeait la professeure Marie-Christine Model de l'Université de la Sorbonne et qui a regroupé ici des étudiants de partout pendant 9 ou 10 jours pour étudier l'évolution, l'origine de la vie, la distribution de la vie dans l'univers, etc. Un cours d'astrobiologie très intéressant qui a duré pendant 10 ans et c'était une expérience très très positive pour moi. Et cette salle pour moi est très familière. Elle m'est très familière cette salle parce que j'ai eu des cours. Comme je l'ai dit, comme l'a dit Hector, la thématique de laquelle je veux parler aujourd'hui, qui est aussi pour moi quelque chose de très significatif,
et surtout que ce soit la première session de Société catalane de biologie en Catalogne Nord. J'ai vraiment un honneur pour moi d'être le premier à faire cette conférence. Donc, on parlera de l'origine de la vie, qui est pour moi un thème qui m'a intéressé pendant des années et des années, pendant des décennies même de travail. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous présenterai, c'est le résumé de cette histoire personnelle de recherche et d'investigation. Donc, c'est surtout le livre qui a le titre « Une planète créative ». C'est un peu ma biographie intellectuelle ou scientifique. Et en tout cas, pour ce qui est de l'étude de l'origine de la vie, et mon opinion personnelle, qui normalement, dans les articles scientifiques ou les publications académiques, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas exprimer une opinion sur des personnes ou sur des idées. Dans un livre, c'est plus facile de le faire, on a plus de liberté, donc on peut s'exprimer personnellement. Donc le livre est illustré par une série de dessins, de photos, de portraits, de scientifiques qui m'ont beaucoup influencé. Ils ont été réalisés par l'artiste valencien Manuel Bosch, qui est un des grands artistes plastiques du XXIe siècle à Valencia. Et voilà, nous sommes amis depuis très très longtemps. Il a eu l'amabilité de contribuer à des portraits. Je vous en montrerai quelques-uns, celui de Darwin, mais certains d'autres. Une autre spécificité du livre, c'est qu'il contient un poème inédit que Carlos Briones, qui est un scientifique, qui a étudié l'origine de la vie lui aussi, mais qui est également poète et qui a publié des poésies, et qui m'a offert une poésie qui parle de l'origine de la vie, et qui est réellement... il l'a fait sans lire le livre, mais c'est malgré tout un résumé fantastique du livre, ce petit poème. La transition de ce qui serait une chimie planétaire sans vie à l'existence de micro-organismes, ou en tout cas de formes que l'on pourrait classifier comme des formes de vie, est une transition qui a eu lieu sur notre planète il y a très très longtemps. Notre planète a à peu près 4500 millions d'années. La formation de la planète se calcule à peu près 4500 millions d'années, comme je l'ai dit, et peu après la formation de la planète proprement parlée, il y a la formation de la Lune, notre satellite, et quelques millions d'années après, il commence à avoir une hydrosphère stable, c'est-à-dire de l'eau liquide sur la surface de la planète. Et on considère que la vie et les processus liés à l'origine de la vie auraient eu lieu à cette époque, l'époque de l'établissement d'une hydrosphère stable. Si nous regardons les fossiles et la géologie de la vie sur la planète, on peut remonter au moins jusqu'à 3400 millions d'années, c'est-à-dire 1000 millions d'années après la formation de la planète. Nous avons déjà des témoignages de l'existence, de création de communautés microbiennes. Et cela, on peut le voir à travers des fossiles, des restes chimiques qu'il peut y avoir dans les sédiments, etc. C'est-à-dire que nous avons ici une époque qui irait depuis la formation de l'eau liquide, 4300 millions d'années, jusqu'à 3400 millions d'années avant aujourd'hui. Donc à peu près 1000 millions d'années pour que se forme la vie et que commencent à évoluer les premières formes de vie microbienne. Évidemment, on nous parle d'étudier les processus qui ont eu lieu il y a très très longtemps dans une période très antique, et desquels il y a très très peu de restes matériels, en tout cas des restes matériels, et la difficulté scientifique pour aborder l'étude de cette époque sont extraordinairement grands. Malgré tout, on peut dire que l'étude scientifique de l'origine de la vie commence à peu près il y a 100 ans. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de théories, beaucoup d'idées, mais réellement, la première personne qui pose par écrit une série de prémices, d'hypothèses sur l'origine, comment a pu apparaître l'origine de la vie, donc c'est un biochimiste russe, Alexander Opaline. Et justement, cette année, ça fait 100 ans de l'écriture du premier livre qu'il eut écrit, en 1924, donc en russe, bien sûr, qui n'a pas été traduit en anglais jusqu'aux années 60, mais en 1936, il publia un autre livre qui lui fut traduit
tout de suite en anglais en 1938 et permettra que les idées d'Oparine soient diffusées dans tout l'Occident. Donc à peu près depuis les années 30 du siècle passé, nous avons des idées à partir desquelles travailler. Presque de manière simultanée et de manière indépendante, parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout, ils ne savaient jamais lu l'un et l'autre. Donc c'était M. Haldane qui publie en 1929 sur l'origine de la vie. Ce monsieur était britannique. On considère ces deux auteurs, et comme je dis, de manière indépendante, un en Union soviétique et l'autre en Grande-Bretagne, ils posent un schéma purement matérialiste, c'est-à-dire ce sont des forces matérielles, la physique, la chimie, d'environnements déterminés, qui sont responsables de l'apparition de la vie dans un contexte évolutif. Ils parlent de l'évolution chimique comme un processus d'acquisition de complexité pour arriver aux premières formes de vie. Ainsi, nous avons ce panorama, en tout cas un début théorique. J'ai mis dans ce schéma, dans les années 50 et 60 du siècle passé, certains des pionniers de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire l'étude expérimentale de l'origine de la vie. Parce que depuis Oparin et Haldane, l'origine de la vie n'est déjà plus une simple spéculation, c'est plus quelque chose de philosophique, religieux. On doit faire des expérimentations, on doit proposer des choses qui soient scientifiquement acceptables d'un point de vue de la chimie et de la physique ou de la biologie telles qu'on les connaît. Donc c'est dans les années 1953, Miller, on considère cette personne comme celle qui inaugure la chimie prébiotique, c'est-à-dire l'étude des processus chimiques avant l'apparition de la vie. Et je parlerai aussi de Joanolo, qui a fait des contributions très très importante, qui est originaire de Yale et qui migra aux États-Unis et qui fit toute sa carrière à l'université de Houston. Je vous montre la première page d'un article très court de Stanley Miller et le portrait que lui en fit Bosch pour mon livre. C'est une expérimentation classique que vous pouvez trouver sur Internet ou dans tous les textes qui est expliqué un nombre de fois incroyable. Et donc, il explique qu'il prend un mélange de gaz simple qui pourrait représenter l'atmosphère primitive de la Terre, on leur applique des charges électriques et ensuite on observe ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la synthèse de molécules qui sont présentes dans les organismes vivants, c'est-à-dire des acides aminés qui sont présents dans les protéines. Donc, cette expérimentation classique de Stanley Miller inaugure la chimie prébiotique, c'est-à-dire la synthèse abiotique, c'est-à-dire qui n'a pas de vie et qui donne lieu à une molécule, à la création d'une molécule qui porte la vie. C'est donc une époque très intéressante quand arrive l'expérimentation de Miller, parce qu'à cette époque, c'est le début de la guerre froide. Disons-nous des tensions politiques, mais aussi scientifiques et technologiques entre les États-Unis et l'URSS. Et qui donnera lieu, qui commence en tout cas en 1957 avec Sputnik, donc le premier satellite artificiel lancé par les soviétiques et qui provoque aux États-Unis une révolution scientifique en réaction. La réaction des États-Unis n'est pas seulement de lancer leur propre satellite en 1958, mais plutôt créer une nouvelle loi éducative qui favorise l'éducation scientifique dans toutes les écoles et les collèges et lycées de tout l'État, tous les États-Unis, et ensuite la création d'une agence spatiale, la NASA. Et entre les objectifs qu'a la NASA, il y a l'objectif de développer l'investigation sur l'origine de la vie. Et un des bénéficiaires des budgets, des fonds qui sont alloués par la NASA, il y a eu Joanolo qui en bénéficia, qui fit sa carrière scientifique, comme je l'ai dit, aux États-Unis, et qui fit des contributions significatives. Par exemple, en 1960, il décrivit la synthèse abiotique de l'adénine, qui est une molécule essentielle et universelle dans toutes les cellules et tous les organismes, à partir d'une molécule très simple, qui est l'acide cyanhydrique ou cyanure d'hydrogène, qui est un atome d'hydrogène, un de carbone et un d'azote. Et si on compte les atomes d'adénine, il y a 5 molécules de cyanure d'hydrogène, combinées de manière... Et donc, Oro le démontra de manière très élégante et de manière simple, que dans l'espace interstellaire de cyanure d'hydrogène,
et qu'ensuite, à partir de ce gaz, et avec une impulsion électrique, on peut créer une molécule qui est une des lettres qui nous sert à coder l'alphabet génétique. Donc voilà, donc c'est l'ADN qui fonctionne dans notre génome. Et donc, il a permis d'unir une chimie abiotique avec la génétique directement, qui est une partie donc très importante de la chimie prébiotique. Mais pas seulement cela, c'est-à-dire qu'en 61, il fit une contribution très originale et aussi très risquée, qui fut spéculer sur le rôle des comètes et des météorites dans l'inventaire de matériaux organiques de la Terre primitive. On savait déjà depuis très très longtemps que dans les météorites qui avaient été analysées, certaines classes qu'on appelle des chondrites carbonées, il y a une proportion de matière organique dans leur composition. Il y a des météorites qui sont purement des blocs métalliques, mais il y en a d'autres qui ont une partie de matière organique. Mais les comètes également, on savait aussi que les comètes contenaient de la matière organique de telle manière que la contribution des comètes et des météorites à l'inventaire de matériaux organiques qui participèrent à l'origine de la vie, c'est une proposition faite par Joan Horo en 1961 et que lui-même explorera. Et en 1969, une météorite tombe en Australie, à côté de la ville de Murchison. Et on peut même récupérer jusqu'à 100 kilos de météorites qu'on peut récupérer dans le monde entier, et un desquels arrive au laboratoire de Joan Horo, un de ces fragments. Et donc il en analyse la composition en acides aminés dans la météorite de Murchison. Ça se passe en 71, 2 ans après la chute de la météorite. Les techniques analytiques de l'époque, il fit construire un laboratoire d'analyse très novateur. Et donc dans cette analyse, il trouve de la matière organique qui est datée de l'époque de l'origine de la création du système solaire. Et donc c'est une météorite qui vient de la ceinture d'astéroïdes et qui vient donc de l'époque de la création du système solaire. On est donc en train d'étudier de la matière organique très ancienne et qui aurait pu former de la Terre primitive par les météorites qui arrivaient sur Terre à l'époque. Aujourd'hui, ici simplement, on montre la diversité de molécules que l'on peut identifier dans la météorite de Murchison avec des méthodes analytiques beaucoup plus avancées et sensibles et puissantes que l'on pouvait imaginer Joan Horo. Aujourd'hui, on a réanalysé des milliers et des milliers de compositions, de composés chimiques dans la même météorite de Murchison, mais aussi dans d'autres. Donc c'est-à-dire des météorites très importantes qu'on a étudiées dans les laboratoires, grâce à la science moderne. Qu'avons-nous constaté avec ça? On a constaté que la diversité chimique de la matière organique extraterrestre est énorme. Il y a une grande diversité de chimie organique et de chimie carbonée qui nous vient d'en dehors de la planète. En contreposition, la matière organique qu'il y a dans les cellules et dans les organismes vivants est basée sur un répertoire relativement réduit de molécules. C'est-à-dire seulement quelques acides aminés, c'est-à-dire 20 acides aminés sont suffisants pour construire toutes les protéines, quelques lipides, quelques acides gras, quelques petits éléments qui composent les lipides des cellules, quelques sucres, 4 ou 5 bases azotées qui composent les acides nucléiques, etc. C'est-à-dire un répertoire comparé à ce qu'on trouve dans l'univers qui est très réduit pour la vie humaine, enfin la vie terrienne. Et on trouve donc une structure par contre de complexité et architecturale sur la vie biologique terrienne qui est incroyable. Dans le cosmos, on a une grande diversité chimique d'une complexité très simple, donc c'est des molécules relativement petites, mais dans les cellules, nous avons une diversité très réduite de molécules, mais une complexité structurelle qui est extraordinairement élevée. Dans les météorites, nous ne retrouvons pas de protéines, par exemple. On ne retrouve pas des protéines, mais on retrouve des combinaisons plus élémentaires d'un sucre avec une base azotée. Ça, c'est pas présent dans les météorites. Voilà, on a juste... Donc la complexité chimique des météorites est très réduite. Il faut penser que cette complexité biochimique de la chimie présente dans les composés organiques, c'est la sélection naturelle, c'est le fruit de l'évolution. Et donc les contingences historiques
qui ont lieu durant le processus évolutif a généré la complexité génétique. Et je le répète, ça c'est à partir d'un nombre très réduit de molécules. Nous pouvons nous faire la question, nous, ici. Si la biochimie terrestre est une de l'ensemble de possibilités de formes de vie qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il y a autant de diversité chimique dans l'univers, il pourrait y avoir d'autres biochimies basées sur d'autres répertoires différents de celui de la Terre. La réponse que nous pouvons donner, c'est que certainement oui, il n'y a aucune raison pourquoi telle molécule a été choisie et pas d'autre, pas une autre qui est très similaire pour faire la même fonction. Parfois, ici, il peut y avoir simplement des questions d'hasard, de décision historique, et à partir de tel moment, on utilise cette molécule de manière récurrente et on ne peut pas retourner en arrière et refaire cette expérience. De cette manière, il pourrait être le cas que d'autres biochimies inconnues, attention, on ne sait pas on ne sait pas s'il y a d'autres formes de vie en dehors de la Terre, mais si on en trouve une un jour en dehors de la Terre, probablement que le répertoire de molécules sur lequel serait basée cette forme de vie pourrait être différent. La chimie prébiotique classique, qui était pratiquée par Johann Stanley Miller et beaucoup de laboratoires pendant le XXe siècle, suivait la synthèse robuste de classes déterminées de molécules. La synthèse des acides aminés qui composent des protéines, la synthèse des bases azotées qui étaient dans les acides nucléiques, etc. Et ils allaient en complétant le catalogue au fil du temps. Mais ces trois lignes basiques de trois types de chimie impliquaient la synthèse de bases azotées, comme les sporines, ou d'acides aminés, ou de sucre. Et ces trois systèmes, en fait, sont incompatibles les uns avec les autres. On peut faire des expérimentations d'une classe, mais quand on essaye de les unir les unes avec les autres, la chose ne fonctionne pas. Et je rajouterai même, si tu essayes d'unir le résultat d'une de ces lignes, ou celle de l'adénine, par exemple, que fabriqua Johann et un sucre comme la ribose, pour faire une molécule qui est dans les cellules, qui est très présente dans la cellule, qu'on appelle aujourd'hui l'adénosine, qui est un mélange des deux, on ne sait pas comment créer ce mélange, nous, naturellement, en tout cas en laboratoire. Ça se fait naturellement, c'est abiotique, voilà, en tout cas de manière sans aide biologique, dans un tube à essai, on n'arrive pas à le faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence la chimie prébiotique avec un problème biologique. Ça veut dire essayer de faire les choses qui arrivent au sein d'une cellule de manière très efficace, nous de les reproduire. Ce ne serait pas qu'au début, la chimie fonctionnait de manière différente et ensuite que les cellules se soient réinventées et inventer des nouveaux mécanismes pour faire les mêmes choses. Mais en fait, tout ce qui est d'unir ces bases azotées avec une base sucrée, par exemple, grâce à des enzymes, notre corps le fait très bien. Donc cette chimie de base n'a pas changé. Mais si toi, tu veux le faire sans un catalyseur d'enzymes, on ne peut pas le faire nous en laboratoire. La réponse est peut-être dans une nouvelle manière de faire de la chimie prébiotique. Et ce que je vous dirai maintenant, c'est une chose qui est très très récente, qui est apparue en 2001-2002, donc les 20 dernières années à peu près. Et les gens sont en train de faire de la chimie prébiotique totalement différente à celle qui était faite par Miller ou Oro. Et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la chimie des systèmes. Il est vrai que les technologies et les méthodologies actuelles dans les laboratoires de chimie n'étaient pas accessibles pour Miller et Oro à l'époque, dans les années 50 ou 60. Il faut le reconnaître à leur crédit. Techniquement, aujourd'hui, on peut faire des choses qu'à l'époque étaient complètement impossibles. Aujourd'hui, on peut traiter beaucoup plus de modèles hétérogènes de molécules et continuer à suivre le cours des interactions de manière simultanée de beaucoup de processus en même temps, chose qui était à l'époque complètement impossible. Et ce que montra John Sunderland, par exemple, qui est un chimiste actuel de l'université de Cambridge qui travaille sur la chimie prébiotique, c'est-à-dire c'est démontrer que cette union entre le sucre et la base azotée, que personne n'a été capable, dans beaucoup de laboratoires, des gens très intelligents qui ont travaillé pendant des années, il n'y était pas arrivé.
on peut y arriver avec un schéma de réaction. C'est ça qu'a montré Sutherland. Et donc ce lien compliqué qui est marqué avec une astérix, ici à la fin, ne se forme pas au final, à la fin en tout cas, comme on le pensait au début. Mais elle se forme tout au début. Donc c'est une vision complètement, une approche complètement différente. Cela change les choses radicalement. On obtient les molécules de manière plus simple grâce à cette approche, disons-nous, plus hétérogène. Ce que je viens de dire dans cet exemple, je pourrais continuer en vous donnant des exemples pour les acides aminés, pour les lipides, etc., etc. Il y a des schémas de réaction pour beaucoup de molécules. Aujourd'hui, en 20 ans, il y a eu des progrès très très notables dans beaucoup de disciplines. Et maintenant, je vais vous parler d'une idée que je crois qui est très importante pour comprendre cette philosophie de la chimie des systèmes, qui est une métaphore, c'est-à-dire une narration que raconte Krishnamurti, qui est un physicien contemporain qui contribue beaucoup à la chimie des systèmes, et c'est la légende des 17 chameaux et des 3 fils. On raconte qu'il y avait un vieil homme qui avait 17 chameaux et qu'il les donnait en héritage à ses 3 fils. Et dans son testament, il dit que la moitié des chameaux était pour le fils aîné, le tiers pour le second fils, et 1/9 des chameaux pour le fils le plus jeune. Mais bon, peu importe les mathématiques que vous sachiez, il manque un chameau, et sinon on ne peut pas distribuer les chameaux. Et donc, les fils irent à parler avec le sage du village. Comment peut-on faire pour respecter la parole de notre Père, son testament? Et le sage dit, je vous prête un chameau, vous faites la distribution, et maintenant, si vous comptez 18 chameaux, la moitié c'est 9 pour le fils aîné, le tiers, c'est-à-dire 6 chameaux pour le second fils, et le 9e, c'est-à-dire 2 chameaux pour le plus jeune. Et le chameau qui reste, vous me le rendrez. Voilà, je veux dire, c'est une blague arithmétique très populaire qui a son intérêt. Et pourquoi utilise-t-il Krishnamurti cette idée pour introduire la chose suivante? Ici, il y a le paradoxe d'une chose qui n'est plus nécessaire, dont on n'a pas besoin au final, mais qui, si elle n'est pas présente au début, on ne pourrait pas solutionner le problème. Une chose qui est non nécessaire au long terme, mais indispensable à court terme. Et ce que lui suggère, c'est qu'il est possible que certaines molécules et certaines réactions chimiques, qui aujourd'hui ne sont plus présentes dans notre métabolisme contemporain et celui des cellules actuelles, aient eu avant une fonction essentielle au début, mais qu'avec le temps, il fut substitué et qu'il disparut de la solution finale, en tout cas. En fait, le défi, c'est de découvrir ces chameaux 18, ces 18e chameaux qui peuvent être cachés dans la chimie prébiotique. Un des problèmes classiques que nous avons dans l'étude de l'origine de la vie, c'est comment connecter les processus de la chimie prébiotique avec les processus du métabolisme, la chimie biologique. Il n'y a pas de connexion claire entre eux. Disons les réactions qui peuvent passer sur la terre primitive et les réactions que nous observons dans les bactéries les plus simples. Antonio Lascagna et Stanley Miller, dans un article de 1999, parlent de ce problème et ils dessinèrent un nuage qui éclipse la connexion entre ces deux mondes, chimie prébiotique et la biochimie. Et nous avons ici donc, ce que l'on appelle le problème de la continuité. Comment connecter une chose à l'autre? Parce que s'il y avait une discontinuité dans la vie, il n'y aurait pas pu y avoir de progression, d'évolution. Il doit y avoir une manière de connecter un monde avec un autre. Et probablement, certaines des choses que l'on voit publiées, qui ont été publiées dans les dernières années, donc différents types de chimie, comme certains scientifiques et leurs disciples, certains cycles comme celui étudié par Krishnamurti, des réactions enzymatiques explorées dans divers laboratoires. Donc peut-être que ce sont des pièces communes d'un puzzle commun qui sera complété avec le temps pour essayer de connecter ces deux mondes. Mais sans aucun doute, sans oublier que probablement derrière
derrière le simulage, il y a peut-être un chameau qui se cache. Et le défi, c'est d'identifier ces chameaux. Je vous donnerai seulement un exemple sans rentrer dans les détails. Il n'y a pas besoin de savoir de la biochimie, attention. Ce sera très simple. Krishnamurti et son collaborateur Greg Smith publièrent, il y a quelques années déjà, un schéma de réaction qui est dessiné ici, et qui maintient, et qui présente en tout cas, donc ce sont un schéma ariotique, donc il n'y a aucun composant biologique qui fonctionne, donc c'est de la pure chimie de laboratoire, il n'y a aucune logique d'éléments qui travaille. Mais ce qui est le plus intéressant, à mon opinion, de cet ensemble de réactions, c'est que c'est une analogie de la structure que nous trouvons dans les cartes métaboliques des organismes. Comment est organisé un métabolisme? Un métabolisme est organisé comme un oignon. J'adore l'expliquer cela à mes étudiants pour voir s'ils peuvent comprendre un peu ce qu'est un métabolisme. Un oignon avec des capes, avec des strates. La première strate sont des réactions qui impliquent des molécules de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, d'azote et d'oxygène. Dans certains points de cette carte, entrent en action certains composés azotés et se génère la seconde couche de l'oignon. Donc ça s'appelle la synthèse des acides aminés. Donc dans le métabolisme, il y a une structure basique centrale de métabolisme de sucre, de carbohydrates, et à partir de certains points concrets de cette carte, on génère les acides aminés qui serviront à faire des protéines, et à partir des acides aminés, on génère les bases azotées pour les acides nucléiques. Cela suit cet ordre, et ce schéma suit cet ordre. Le schéma de la chimie prébiotique suit ce schéma. Est-ce que cela est une coïncidence? Je ne pense peut-être, mais je ne pense pas. Peut-être que cela nous envoie un message. C'est-à-dire que la construction d'un métabolisme n'est pas quelque chose d'arbitraire. La structure, la logique chimique n'est pas arbitraire. Elle est déjà imprimée dans le comportement purement abiotique, purement physico-chimique des molécules. Et maintenant, Krishnamurti dirait, regardez quelle base azotée se forme après cette réaction. L'acide orotique, c'est le produit final de ce schéma. C'est une base azotée qui n'existe pas dans nos acides nucléiques. Elle ne fait pas partie de l'alphabet génétique. C'est un précurseur d'une des lettres de notre alphabet génétique. C'est le précurseur immédiat d'une molécule qui s'est dit une asine, qui, elle, fait partie des acides nucléiques. Et la question que se pose Krishnamurti, c'est l'acide orotique aurait pu être une base azotée, une lettre de l'alphabet génétique primitif, celui qui était antérieur à celui qui est aujourd'hui de notre ère. Très probablement oui, parce que c'est la première molécule qui apparaît dans cette synthèse et pourrait représenter un exemple de ce que lui appelle un 18e chameau. Comme vous pouvez l'imaginer, on peut parler pendant des heures et faire un cours complet de tous les chimies qui ont été décrites dans les 20 ultimes années, qui peuvent être utiles pour comprendre cette logique de laquelle je vais vous parler. Mais je ne veux pas que vous partiez avec l'idée que nous associons le phénomène de la vie avec une classe spéciale de molécules. Il est important de savoir d'où sont venus les acides aminés, les sucres, d'où sont venus les bases azotées, etc. Mais la vie, c'est quelque chose de plus. C'est la transition de la géochimie à la biochimie, et que nous calculons qui peut avoir passé il y a 3500 millions d'années. Ce n'est pas simplement l'existence de molécules, parce qu'il aurait pu avoir le cas qu'existent ces molécules et que la vie n'est pas apparue, même en présence de toutes ces molécules. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant dans la biochimie de la vie, c'est comment s'organisent ces molécules, comment elles se relationnent les unes avec les autres. Quelles dynamiques apparaissent comme conséquence de l'interaction entre les différentes molécules. On ne peut pas dire que la vie est associée à une molécule déterminée, à une protéine, que ce soit l'ARN ou l'ADN, non. Mais la relation entre ces molécules, c'est ça qui est important.
Et la relation fondamentale, basique, dans la naissance de la vie, c'est l'apparition de ce que l'on appelle l'autocatalyse, qui est un phénomène que l'on voit qui se répète dans tous les processus biologiques et qui est la synthèse de plus de produits que ce qui a été consommé. Et ici, l'exemple que je pose est la membrane, des cellules qui peuvent croître et se diviser en laboratoire de manière spontanée. La génération de plus de molécules de sel qui ont été consumées dans un cycle de réaction et qui génère de plus en plus de produits et qui permet la croissance des cellules. Et aussi la copie moléculaire de structures linéaires, dans notre cas des cellules connues, ça s'appelle les acides nucléiques, en tant que registre génétique. Ces trois composantes basiques seraient le résultat de dire qu'est-ce qui est la chose la plus fondamentale que l'on trouve dans nos cellules et qui est en commun de l'autocatalyse, c'est-à-dire la génération de plus de produits que ce qui a été consommé, et qui pourrait nous expliquer l'existence des cellules, des membranes cellulaires, la croissance de plus de biomasse. Par exemple, quand les cellules croissent et se multiplient, il y a plus de biomasse. Mais également la transmission d'informations de génération en génération, qui est la base du processus évolutif. Certains de ces cycles peuvent être plus basiques que d'autres. Par exemple, je m'explique. Un cycle a des réactions, comme ce qui est représenté ici, comme l'auto-support métabolique. Et c'est ce processus qui peut donner la matière pour faire la membrane, mais aussi pour faire le génome des réplicateurs. Et donc si on se pose la question de qui fut le premier entre si ça fut la production métabolique de métabolites ou les autres cycles, il faudrait avoir premièrement un ensemble de réactions qui génère toute la matière primaire nécessaire pour créer les membranes et les acides nucléiques. Et donc, ce dilemme classique, c'est un peu le dilemme classique de qui fut le premier, la poule et l'œuf. Voilà, nous, c'est un peu qui fut le premier entre les protéines ou les acides nucléiques. Ici, nous pouvons dire que les cycles générateurs de tous les ingrédients nécessaires pour que les cellules puissent se reproduire et puissent se répliquer, devrait être le premier à avoir existé. D'une manière absolument théorique. Un personnage assez méconnu dans la biologie, parce qu'il fut un biologiste avec une formation d'ingénieur chimiste, mais il fit de la biologie théorique en Hongrie et il publia tout en hongrois. De cette manière, nous parlons donc d'une œuvre qui a eu une diffusion très très limitée jusqu'à quasiment l'an 2000, quand ses disciples traduisirent ses travaux principaux en hongrois. Je me réfère à Tibor Ganti, qui déjà dans les années 70 fit la proposition que pour lui, ce qui pour lui était la cellule minime. Et donc, ceci est ce que je vous ai expliqué un peu en partie. Il y a un cycle métabolique, il y a un cycle de réplication génétique, et il y a une connexion entre les cycles pour former les composants des membranes. Et donc il y a une interconnexion. Je le répète, ici ce qui est important, ce n'est pas l'identité des molécules. Tibor Ganti ne dit pas ici il y a l'ARN, ici il y a un acide gras, ici il y a un sucre. Non, il ne parle d'aucune molécule spécifiquement. Ce n'est pas une question de molécules en concrète. C'est une question de dynamique et de relation entre ces espèces moléculaires. Et c'est ce que je vous ai expliqué avant. Si une chose qui caractérise la vie, ce n'est pas l'identité d'une molécule en concret, mais les relations entre cette molécule et l'autre, et quelles dynamiques se produisent au sein de ce système. Le kimioto, c'est le nom que choisit Tibor Ganti pour, voilà, en se basant, en s'inspirant de l'électron. Donc l'unité chimique minime
qui avaient des caractéristiques vivantes. Moi, c'est ce que j'ai appelé des processus constitutifs de la cellule minimale. Mais il faudrait ajouter une dimension que Tibor Ganti n'a pas pensée et que j'ai nommée ici processus interactifs. Et ces processus interactifs, ce ne sont pas des processus de régulation interne pour que les choses se coordonnent les unes avec les autres, ce qu'on appelle une homéostasie, mais plutôt une relation avec l'environnement. Il a une manière très initiale, très primitive pour que des mécanismes classiques aient une relation avec l'environnement. En tout cas, on a l'habitude de dire en termes de philosophie de la biologie, en anglais le terme est, c'est agency, on peut traduire par agence ou agentialité. C'est un terme qui n'est pas présent dans les livres de biologie, mais qui veut nous expliquer qu'il existe une capacité dans les organismes d'interagir et de prendre des décisions en relation avec les changements environnementaux. C'est une dimension peu explorée dans l'origine de la vie. Et au long du processus évolutif, je peux dire que je suis dans un projet actuellement de collaboration avec Álvaro Moreno, qui est un philosophe de la biologie qui est situé au Pays Basque à San Sébastien. Il est déjà retraité, mais il continue à travailler. Il a un projet de la Fondation Templeton aux États-Unis et il travaille précisément sur le thème d'agentialité, des origines de la vie jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a ici un schéma d'arbre de la vie où nous pourrions discuter de comment a commencé cette relation environnementale minimale au début de tout et comment elle se diffuserait au long de l'évolution, comment elle fit l'apparition des cellules élémentaires qu'on appelle prokaryotiques, qu'on appelle des bactéries, ensuite des cellules eucaryotes, qui est bien sûr plus complexe, qui a un noyau, qui a un peu plus de membranes, mais surtout l'apparition des différents complexes pluricellulaires, c'est-à-dire les plantes, certaines algues, les champignons ou même les animaux. Et donc c'est cette dernière partie, notamment le comportement animal, c'est une idée d'agentialité, ça a été beaucoup étudié de le reste. Je ne peux laisser passer l'occasion, comme on dit au laboratoire Arago, que prokaryotes et eucaryotes se fut proposé, ce fut le terme qui est proposé par un scientifique appelé Edward Shatton, desquels on conserve des documents très importants dans la bibliothèque du laboratoire, et donc je suis obligé de faire référence à Edward Shatton et à son travail fait ici à Banyuls, à l'observatoire. Je vais bientôt finir. Opaline, dans son livre il y a 100 ans de 1924, donne d'une manière très métaphorique sur sa discussion, sur sa réflexion sur l'origine de la vie, et j'ai reproduit ici un texte qu'il a écrit. Donc il y a une armée de biologistes qui creuse un tunnel qui va de la diversité biologique prokaryote, et qui creuse ce tunnel vers le passé, ce qu'on appelle en anglais top-down, version descendante. Et il y a une armée de chimistes qui, de l'autre côté, depuis la planète primitive, creuse un tunnel qui va en direction contraire, ce qu'on appelle en anglais bottom-up. C'est-à-dire de la chimie vers la biologie ou de la biologie vers la chimie. Ce sont deux approches qui effectivement sont actuelles encore aujourd'hui et on travaille encore de cette manière. Beaucoup de gens travaillent dans la reconstruction des étapes les plus anciennes de l'évolution et les gens qui travaillent la chimie des systèmes, eux, vont en sens contraire. La grande question est-ce qu'un jour ces deux tunnels qui sont en train d'être creusés des deux côtés se retrouveront un jour et n'en formeront qu'un seul? Je ne peux faire aucun pronostic, ni dire dans combien de temps cela se produira, cette connexion entre ces deux branches scientifiques, entre l'approche biologique et l'approche purement chimique. Ce qui est certain en tout cas, c'est que quand se produit l'explosion de tous les métabolismes de bactéries qui venaient de ce qu'on appelle un ancêtre commun, Luca, donc c'est le cycle en anglais de l'ancêtre commun à partir duquel fut générée toute la diversité qui existe aujourd'hui. Tout ce qui naquit ensuite, c'est déjà de l'histoire. Avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer,
Tout cela peut se reconstituer depuis la biologie. Et c'est quelque chose qui est méthodologiquement plus accessible et plus facile que de reconstruire l'étape primitive de la chimie prébiotique. Et je ne peux pas finir sans vous dire que si on a été intéressé pour faire la transition de la géochimie à la biochimie, on ne peut pas oublier que depuis la biochimie, il y a aussi une interaction globale en direction contraire vers la géochimie, vers la planète. Je vous donnerai seulement un exemple. L'oxygène que l'on respire aujourd'hui, l'oxygène qui est dans l'atmosphère, est d'origine biologique. Il provient de la photosynthèse. C'est-à-dire, il n'a pas été inventé, si vous me permettez l'expression, la photosynthèse n'a pas été... Si la photosynthèse n'avait pas été inventée par certaines bactéries il y a plus de 3000 millions d'années, il n'y aurait pas d'oxygène à respirer aujourd'hui. Et la planète serait complètement différente. Les formes des vies, certainement, ne seraient pas aussi complexes. Et bien sûr, on ne serait pas aujourd'hui à Banyuls en train de parler de ces sujets-là. Merci beaucoup. Des preuves éventuelles de vie sur d'autres planètes dans l'espace, il peut y avoir non seulement des indices bio, et Teniu preguntes, potser? des indices purement chimiques En el públic, de la composition de la algú té una pregunta? de cette planète. Sí, per descomptat. Només tinc una pregunta, que és pas per la Juli. Ha anat bé la traducció simultània? Heu pogut seguir? Merci notre traducteur. Donc, allez, lâchez-vous. Merci à vous. Probablement amb una bioquímica alternativa, no idèntica a la de la Terra. Et quand on recherche des preuves, Quan cerquem una de les proves eventuals de la vida al terra, a l'espai, hi pot haver no només indicis bio, però també purament químics d'aquest planeta. Oui, oui, bien sûr. L'existence de la vie dans d'autres planètes ou dans d'autres objets du système solaire, par exemple certaines lunes de Jupiter ou de Saturne, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille. La possibilité qu'il y ait de la vie microscopique, probablement avec une biochimie alternative, comme je l'ai dit, pas identique à celle de la Terre. Qu'est-ce qui se passerait si l'on démontrait, et c'est une hypothèse, attention, qu'il y avait de la vie sur Mars, ou qu'il y a de la vie sur Mars, ou qui utilise exactement les mêmes composants que la vie terrestre? Quelle théorie pourrait-on nous poser? On pourrait faire une hypothèse plausible. Est-ce que la vie terrestre serait une contamination de la vie martienne? Mais moi, ce que je dis, c'est que si on trouve de la vie sur Mars, peut-être et certainement elle sera différente. Et ici, nous devons, quand on devrait certainement parler de deux origines indépendantes et qui n'aient pas contaminées l'un l'autre. La meva pregunta era un poc diferent. Hi pot haver proves purament químiques. Viatge que no si trobem oxigen en l'atmosfera d'un exoplaneta, pot ser que hi ha vida. No Oui, oui, oui. perquè poden haver processos purament Je crois que la question nous amène à un problème fondamental très important qui est si nous pourrons avoir ou non ce qu'on appelle des biosignatures. Qu'est-ce que cela veut dire? Y a-t-il un signal chimique qui soit exclusivement le résultat de l'action de la vie, ou toutes les compositions chimiques sur les exoplanètes ou dans notre atmosphère, nous pouvons les expliquer avec des théories purement abiotiques, avec l'absence de vie? Cela, c'est quelque chose de crucial. Il y a des gens qui disent non, si on trouve de l'oxygène dans une atmosphère d'une exoplanète, peut-être qu'il y ait de la vie. Pas nécessairement, parce qu'il peut y avoir des processus purement chimiques qui génèrent de l'oxygène. On a parlé du méthane qu'on a trouvé sur Mars, par exemple. On a parlé également, il y a 1 an ou 2,
de, je crois que ce qui était la phosphine sur Vénus, ce sont toutes des molécules que l'on peut voir comme des possibles résultats d'action biologique, mais si nous avons une explication non biologique, c'est l'explication qu'il faut choisir, c'est-à-dire l'application des principes de parcimonie, ce qu'on appelle le couteau d'Oka, c'est-à-dire l'explication la plus simple est généralement un processus minéral ou autre. La pregunta jo crec que és molt oportuna perquè jo crec que no se pot negar el paper central dels minerals. Quin podria ser el rol d'alguns filòsofs a la creació de... Probablement, jo ho dic aquí en el llibre, un camell número 18 puguen ser els silicats. És a dir, essencials en un moment determinat, Sí, però que no formen part. Juli, vols un cas? Passar una part de la química periòdica, però ells Era per saber si alguns filosilicats podrien tenir un rol en la constitució de membranes o d'alguns elements biològics, a partir d'elements geològics. va proposar que els minerals eren principals perquè els silicats eren responsables de C'est une question très importante parce qu'on ne peut pas oublier la présence des minéraux dans l'apparition de la vie. C'est obligatoire. En tant que catalyseur, probablement ils sont essentiels. Et je dis probablement, je rappelle dans le livre, c'est peut-être qu'un chameau 18 pourrait être expliqué par les minéraux. Donc les minéraux sont essentiels à des moments cruciaux, mais ils ne font pas partie de la solution finale. Donc sans eux, peut-être qu'une partie de la chimie prébiotique n'aurait pas pu arriver, mais ils n'ont pas formé partie, ils ne font pas partie de la solution finale. Il y a eu une époque dans laquelle il y avait un chimiste écossais qui proposa que les minéraux étaient les principaux protagonistes de l'origine de la vie, que les silicates étaient les responsables de l'origine de la vie, qu'il y avait des gens, qu'il y avait des minéraux en tout cas, pardon, pas des gens. Il n'y a pas de support expérimental et empirique qui favorise cette théorie plus qu'une autre, mais ce que l'on peut dire, c'est que la catalyse minérale pour la participation des minéraux dans différents processus prébiotiques est indiscutable. Voilà. Senyor, est-ce qu'il y a un acord entre els científics per tal de determinar una definició del que enteneu per la vida? Perquè dieu que cerqueu una signatura original que podria explicar l'evolució, mentre que nosaltres que no som científics, la vida la veiem d'una manera molt filosòfica o humana. C'est une question importante parce qu'en plus, moi j'étais très intéressé par le problème de la définition de la vie. Et en fait, Alvaro Moreno, le philosophe avec qui j'ai travaillé sur la définition de la vie, la réponse courte est aujourd'hui nous n'avons pas de définition consensuelle acceptée de manière générale de qu'est-ce qu'est la vie ou qu'est-ce que ça signifie d'être vivant. On a des approches, en tout cas on a une liste de caractéristiques qui peuvent définir ça. Il est intéressant d'avoir une définition, en tout cas de s'en approcher. Et je pense que ce n'est pas aussi important d'avoir une définition que de discuter sur qu'est-ce que la vie. Et dans ce processus de discussion, on apprendra beaucoup de choses. Ça est important pour au moins deux raisons. Une d'elles est la possibilité qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes ou dans un autre endroit. Et qu'une agence spatiale puisse dire nous avons trouvé de la vie. Oui, mais comment caractérisons-nous, comment comprenons-nous ce phénomène que tu décris sur cette planète? Comment cela est-il vraiment de la vie? Pourquoi est-ce vraiment de la vie? Ça, c'est une question qui n'est pas quelque chose auquel on pourra répondre bientôt, mais qui mettra beaucoup de temps avant d'avoir une vraie réponse. Il peut y avoir des annonces. Depuis qu'il y a ce nouveau télescope spatial Webb, le James Webb, et qui, lui, commence à analyser les atmosphères des exoplanètes. Et je ne serais pas surpris qu'un jour, certains titres dans les journaux
la composition chimique de l'atmosphère de l'exoplanète, tac, 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 indique qu'il y a de la vie. Non, on ne pourra jamais le démontrer d'aucune manière parce que personne ne pourra y aller ni l'expliquer. Mais il y a une seconde problématique que je pense qui est plus intéressante et plus proche de nous. C'est quand le même journal annonce un laboratoire parisien, par exemple, ou de Perpignan, j'espère, ou de Rome, ou de New York. On a synthétisé dans ce laboratoire la vie. Les scientifiques ont réussi à créer de la vie synthétique. Et la question sera alors, et pourquoi dis-tu que c'est de la vie? Quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères avec lesquels on accepte ou non que ce qu'il y a dans ce tube à essai, c'est de la vie? Et je crois que cette problématique est plus proche et plus réaliste. En tout cas, je ne pense pas que cette question, en tout cas cette annonce ne tardera pas à arriver. Mais sommes-nous préparés à dire, est-ce que ça c'est vivant ou non? Quelles sont les conditions ou propriétés que l'on accepte, ou en tout cas qu'on prend en compte pour dire que cette chose est vivante? Ça, c'est important. Autre question? Altra pregunta? Conférences bilingues avec traduction simultanée dans les contextes de la Sociétat catalana de biologie a été une réussite, je l'espère. ¿No me preguntas? Moltes gràcies per aquesta conferència amb aquest tema molt, molt interessant. Merci beaucoup. Espero que heu passat un moment molt interessant, que heu après moltes coses i que us doni ganes encara més de tornar aquí a d'altres conferències de la Societat Catalana, la Societat dels Amics del Laboratori, i que aquest primer assaig de conferència bilingüe amb traducció simultània en el context de la Societat Catalana de Biologia hagi estat reeixit, esperi. Jo he estat content, esperi que vosaltres també i que això es repetirà. Moltes gràcies a tots.